Le DaFresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, on est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour, comment tu vas ce matin? Bonjour DaFresh, ça va? Il y a la forme? Oui, ça va. Alors, l'actualité internationale nous emmène. Finalement, les gars dans le sous-marin, là, ils sont morts. Oui, ils ont on appelle le sous-marin, c'est le Titan. Voilà, c'est un petit submersible qui avait la capacité d'aller dans ce qu'on appelle les grands fonds, c'est-à-dire au-delà de... Non, ça n'avait pas la capacité, Jean-Paul. Non, mais il semblerait que ce sous-marin-là avait déjà quelques avaries. Donc, normalement, il n'aurait pas dû faire cette expédition-là. D'accord? Sinon, il avait déjà été dans les grands fonds. Mais avant d'aller dans les grands fonds, aller dans les profondeurs, c'est comme aller dans l'espace. D'accord? C'est vraiment, ça veut dire que ce sont les mêmes contraintes qu'il faut. Ouais, mais l'espace, il y a le vide. Dans les profondeurs, il y a de l'eau. Non, c'est-à-dire que dans l'espace, il y a certes le vide. Quand je veux dire que c'est les mêmes contraintes, c'est-à-dire que le danger est le même. Le risque est le même. D'accord? Donc, parce que quand vous allez dans l'espace, on met de grosses fusées, de gros moteurs avec du carburant et tout ça là pour pouvoir vous extraire de l'atmosphère. Alors, même si les risques ne sont pas les mêmes, mais il est quand même important de bien comprendre à l'esprit que les risques sont quand même élevés. La même chose quand on va dans les grands fonds, le problème c'est la pression sous-marine. Voilà. Donc la pression qui s'exerce sur le submersible. Et donc, pour cela, il faut on aurait dû faire toute une série de tests, toute une série de vérifications. On doit le faire avant chaque expédition, comme on fait pour chaque fusée ou chaque navette. On l'a vu, on a eu la triste expérience de la destruction de la navette spatiale Columbia et puis la navette spatiale Challenger. Donc tu vois que dans ces deux accidents-là, par exemple, c'est parce qu'il y avait une avarie technique. Donc la même chose pour ce submersible Titan, et là on le découvre maintenant, qu'en réalité, ce n'était pas la première fois qu'il avait des problèmes techniques. Il avait déjà eu par le passé d'autres problèmes techniques et si fort heureusement, à chaque fois qu'on avait découvert ces avaries-là, ça n'avait pas entraîné de drame, mais il était quand même ce n'est pas surprenant du tout que ce submersible-là ait eu ce problème-là. Bon, il semblerait, pour le moment, il est trop tôt pour connaître les raisons exactes de l'implosion du submersible, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils vont d'abord, ils ont retrouvé les débris de submersible à quelques dizaines de mètres de l'épave du Titanic. Maintenant, ils vont s'atteler à localiser de manière ferme là où se trouve le submersible. Ils vont maintenant essayer de le remonter à la surface avec les personnes qui étaient à son bord et puis procéder à l'examen de l'épave et essayer de comprendre ce qui s'est réellement passé. Voilà. D'accord. Donc l'actualité internationale nous emmène. On va à Paris pour parler du sommet pour un nouveau pacte financier mondial qui s'est ouvert hier et auquel participe le président Ali Bongo Ondimba. C'est un sommet qui a été créé lors de la dernière COP 15 sur la biodiversité. Donc, lors de cette COP 15-là, Emmanuel Macron avait annoncé le fait que la France allait organiser un sommet qui était dédié principalement au financement, si tu veux, de la lutte contre les changements climatiques dans les pays en développement ou les pays du Sud. Parce que ce sont les pays qui sont non seulement ceux qui polluent le moins, mais qui subissent le plus les conséquences liées au changement climatique et notamment aussi à la dégradation et à la destruction de la biodiversité. Et donc, ce sont ces pays-là qui ont besoin d'une aide pour pouvoir faire face à ces changements-là. Mais en même temps, ces pays aussi sont non seulement pauvres, ils n'ont pas les financements et ils subissent aussi les effets liés à la dette. Il faut savoir que du fait des 2 années de Covid, il n'y a quasiment pas eu l'activité économique mondiale à tourner au ralenti. Et donc, les pays ont pu plus ou moins passer cette période-là en s'endettant. Et donc, cet endettement-là, évidemment, constitue beaucoup plus un frein
au développement donc, et un frein aussi à la mise en place de mécanismes dans ces pays-là pour pouvoir lutter contre les changements climatiques, contre les effets des changements climatiques. Et donc, pour les Occidentaux, il s'agissait maintenant de voir, dans le contexte du fonctionnement du système financier international actuel, qu'on a hérité de la fin de la Seconde Guerre mondiale, dans lequel, évidemment, les mécanismes sont faits de telle sorte qu'en réalité, les questions liées au changement climatique ne sont pas prises en compte. Il n'y a pas de financement dans ce système financier-là pour s'intéresser particulièrement aux projets liés à la protection de la nature, à la lutte contre la destruction de la biodiversité, à la protection, à la lutte contre les changements climatiques. Et en dépit du fait que depuis les années 90, on ait mis en place des objectifs de développement durable qui sont fixés à 2050, eh ben, on voit parfaitement que les pays du Sud ont, en plus des problèmes liés à la pauvreté, à la dette, ils ont aussi des problèmes liés au changement climatique. Donc, pour pouvoir permettre ces pays-là de sortir de leur sous-développement, de sortir de la pauvreté, il faut également intégrer le facteur changement climatique dans, si tu veux, le projet global de développement que l'on veut qu'on met à leur disposition par le biais des mécanismes qui sont des mécanismes de financement qui sont au sein du système financier actuel. Donc, je parle principalement de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Et donc, ce sommet de Paris vise en réalité à réformer le système, pas dans la profondeur. Et c'est un peu ça, le bémol, ça j'en parlerai en seconde partie, mais il ne s'agit pas de réformer en profondeur le système financier international, mais plutôt à y apporter quelques changements, vise plutôt à y intégrer toutes les problématiques liées au changement climatique et au développement durable, afin de permettre, notamment aux pays du Sud, qui font face à cette menace-là plus qu'aux pays du Nord et qui sont les moins responsables et qui ont des difficultés à accéder à des financements et qui sont pauvres et qui ont une grosse dette. Donc, ces pays-là en priorité, on permet également d'intégrer le changement, les effets liés au changement climatique pour les intégrer dans les projets de développement et leur permettre ainsi d'obtenir des financements. Et donc, c'est ce qui a permis dans la foulée, il ne faut pas l'oublier, en 2021, le Fonds monétaire international avait mis en place des droits de tirage spéciaux. Ce sont des mécanismes alternatifs de financement que le Fonds monétaire international met à la disposition des États. Mais le problème, c'est que dans la configuration actuelle, eh ben, le droit au tirage, les droits aux droits de tirage spéciaux, c'est-à-dire que chaque pays reçoit un montant qui est proportionnel à son économie. C'est-à-dire que donc plus vous avez une économie qui est forte, plus vous êtes riche, plus vous aurez de droits de tirage spéciaux. Or, plus vous êtes faible, plus vous êtes pauvre, moins vous aurez de droits de tirage spéciaux. Et donc, moins vous aurez la possibilité d'avoir des financements, donc de l'argent pour faire face notamment à vos besoins, aux besoins des États. Donc, ça aussi, c'est un mécanisme qui est quand même assez inégalitaire. Et donc, c'est la raison pour laquelle, lors de ce sommet, on va voir, enfin, les pays présents. On a le président de la Banque mondiale, on a la directrice générale du Fonds monétaire international, on a un certain nombre de chefs d'État et de gouvernement, Emmanuel Macron, Mohamed Ben Salman, le prince héritier d'Arabie Saoudite, on a le président Lula, on a le président Ali Bongo, une vingtaine de chefs d'État africains. Donc, tous ces chefs d'État, de gouvernement et responsables politiques de pays vont donc réfléchir sur comment est-ce qu'on va reconfigurer en quelque sorte le système financier international de telle sorte que ces droits de tirage spéciaux-là puissent permettre de financer des projets liés à la lutte contre les changements climatiques. Et il ne faut pas oublier que lors de la COP15, les pays du Nord avaient promis 100 milliards de dollars avant, normalement, 2020, au plus tard à 2020, parce que c'était en 2015 qu'ils avaient fait cette promesse, pour qu'au plus tard en 2020, ces 100 milliards de dollars-là qui devaient constituer le fonds vert, devaient permettre de financer les pays du Sud
financer des projets dans les pays du Sud pour qu'ils puissent faire face aux effets liés au changement climatique. Or, en 2020, on l'a vu, il y a eu par la suite la Covid et donc les pays du Sud ont crié un peu à la trahison du fait que les pays du Nord n'aient pas honoré cet engagement-là. Ouais. Et donc, lors des COP qui ont suivi, la problématique de l'argent a toujours été centrale dans la mesure où les pays du Sud continuent à considérer que sans argent, il ne leur est pas possible de pouvoir financer des projets qui leur permettraient de lutter contre les changements climatiques. Et les pays du Nord expliquaient que, étant donné qu'ils étaient en période de crise, ils n'avaient donc pas la capacité de pouvoir honorer leurs engagements financiers, notamment en ce qui concerne la mobilisation de ces 100 milliards de dollars-là dans le cadre de ce fonds vert-là. Et puis, maintenant, l'idée qui a été trouvée, c'est que dans les 650 milliards de dollars de droits de tirage spéciaux émis par le Fonds monétaire international, eh ben, on va demander aux pays riches de détourner une partie des droits de tirage spéciaux qui leur étaient dédiés afin de le réorienter vers les pays du Sud dans le cadre de l'atteinte de ce montant global de 100 milliards de dollars afin de financer le fonds vert, afin d'alimenter le fonds vert qui va financer les projets de lutte contre les développements, les effets des changements climatiques des pays du Sud. Et donc, la France déjà avait annoncé avec le Japon qu'ils allaient réorienter 30% de leurs droits de tirage spéciaux en faveur des pays du Sud. D'autres pays ont également fait cet effort-là, bien entendu, avec l'appui du Fonds monétaire international, dont la directrice générale aura pesé de tout son poids, Kristalina Georgieva, qui aura pesé de tout son poids pour inciter les pays du Nord, les pays riches, à faire de même que le Japon et la France pour mettre à disposition du pays du Sud un peu plus de moyens. Donc ça, évidemment, ça c'est ce qu'il faut comprendre de ce sommet pour un nouveau pacte financier mondial. Et puis, il faut aussi comprendre qu'aujourd'hui, par exemple, il va y avoir un certain nombre de tables rondes. Dans ces tables rondes-là, il y en a 6, il y a diverses thématiques. Et donc, dans ces thématiques-là, on va essayer d'apporter des questions aux priorités en matière de lutte contre le changement climatique, en matière de protection de l'environnement, en matière de protection de la biodiversité. Et déjà, il y a eu de grandes annonces qui ont été faites, par exemple, pour ce qui concerne le Sénégal. Le Sénégal va bénéficier, grâce à l'appui de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international et de l'Union européenne, d'un financement de 2,5 milliards d'euros d'ici 2030 afin d'élargir son mix énergétique, notamment en matière de production d'électricité, pour y intégrer également une production verte en utilisant notamment des panneaux photovoltaïques, en tout cas pour éviter une production d'électricité sans émission de gaz carbonique, sans émission de carbone. Et donc, toutes ces problématiques-là, et donc ça, c'est une annonce qui a été vraiment très bien reçue par la communauté internationale, ça montre que véritablement, il y a eu des avancées en la matière. Mais évidemment, c'est très bien de voir que c'est très bien de constater que le système financier actuel ne répondait pas à cette exigence-là d'intégrer la lutte contre les changements climatiques dans les financements des différents projets dont elle a la charge. Mais ce qui est assez dommage, c'est qu'en réalité, le système financier international tel qu'il est configuré aujourd'hui, il a des problèmes plus profonds. Il a un problème structurel, c'est-à-dire ce problème structurel est lié au fait que, si tu veux, les États-Unis et l'Europe sont les grands bénéficiaires de ce système financier parce que la monnaie de commercialisation, c'est le dollar. La monnaie refuge aussi, c'est le dollar. Donc, il y a une ultra-domination du dollar dans des échanges financiers et dans des échanges commerciaux. Et ça, évidemment, ça ne reflète plus la réalité du monde aujourd'hui parce que même si les États-Unis restent la première puissance financière, mais elle assoit en grande partie sa domination grâce au rôle dont elle tire, grâce au privilège qu'elle tire de sa monnaie, à savoir le dollar. Surtout que derrière, depuis le découplage de l'étalon or au dollar, le fait qu'on ait décidé de ne plus indexer la valeur du dollar à de l'or, mais plutôt à l'indexer à l'économie réelle, donc au PIB, eh ben, en réalité, derrière, eh ben, on se rend compte que ce dollar-là
est adossée non plus sur quelque chose de réel, mais plutôt sur de la dette. Et la dette américaine, elle est colossale aujourd'hui. Elle est à plus de 13 000 milliards de dollars. Donc, en réalité, il y a un système qui est profondément injuste parce que ce sont un groupe de pays qui en tirent profit, principalement les États-Unis. Tu as le dollar, tu as l'euro, donc les États-Unis et l'Europe. Alors que lorsque l'on regarde l'architecture mondiale actuelle, on a des pays qui sont émergents, qui sont devenus bien plus puissants que des pays développés, membres du G7. Vous avez l'Inde, on a la Chine, on a le Brésil. Et donc, ces pays-là ont leur propre monnaie, mais continuent, du fait de leur arrimage dans le commerce international, dans le système financier international, mis en place qui sont gérés par les institutions de Bretton Woods, qui sont contrôlés principalement par les Américains, les Européens, ils sont obligés d'utiliser l'euro et le dollar pour leurs échanges. Or, en réalité, et c'est ce que l'on commence à observer, notamment depuis les événements liés à l'invasion de l'Ukraine. On commence à voir une dédollarisation des échanges, notamment par exemple avec la Russie. La Russie et la Chine ont décidé n'utilisent plus le dollar du fait des sanctions. La Russie est sous sanctions. Et donc, de ce fait-là, la Russie n'a plus le droit d'utiliser les dollars. Et donc, ça a été effectivement le facteur qui a accéléré la dédollarisation de l'économie russe. Et donc, aujourd'hui, avec la Chine, ils échangent sans passer par le dollar. La même chose, la Chine et l'Inde font la même chose, l'Inde et la Russie également. Donc, petit à petit, on l'a vu également avec l'Arabie Saoudite et la Russie qui échangent également en utilisant leur monnaie nationale. Donc, petit à petit, on assiste à une dédollarisation. Ça, c'est le premier constat. Donc, le système financier ne correspond plus à la réalité économique ou géopolitique mondiale de l'heure. Et puis, la deuxième chose, c'est que les vrais enjeux qui pèsent sur les vrais enjeux qui devraient en réalité animer aussi une réforme de ces systèmes financiers-là ne sont pas discutés. La question de la dette, il faut savoir que la dette a explosé du fait du Covid. Et cette dette-là, elle est très inégalitaire. Les pays du Sud ont beaucoup plus de difficultés à faire face, à honorer leurs engagements, alors que les pays du Nord, du fait d'un niveau d'un risque, enfin, du fait qu'ils aient une notation qui leur soit favorable, payent moins de taux d'intérêt et donc plus facilement accès à des financements. Ce qui n'est pas le cas des pays du Sud dont le poids de la dette pèse sur leur budget, sur leurs finances publiques et donc ils ont du mal à sortir du sous-développement. Et puis, la deuxième question, c'est la question le fait que le dollar continue à ultra-dominer les autres monnaies. Donc, il faudrait plutôt que l'on arrive à un système qui ne soit plus, où on n'ait plus une monnaie qui soit ultra-dominante, mais beaucoup plus vers un panel de monnaies qui devrait permettre ainsi un réel rééquilibrage en matière de poids économique sur la planète pour que cela corresponde mieux à la réalité du terrain. Or, aujourd'hui, en l'état actuel des choses, il est clair que ni les Américains ni les Européens ne vont accepter de renoncer à leurs privilèges. Et donc ça, évidemment, c'est quelque chose qui pèsera toujours sur la réalité des finances, enfin du système financier international. Merci Jean-Paul qui revenait sur l'actualité internationale ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.